Bonjour à tous et bienvenue sur cette info. La prostitution, ce type de relation tarifée et protéiforme, boîte de nuit, hôtel, internet, bar, eh bien, tout y passe pour échanger un instant plaisir contre de l'argent. Ceux qui la pratiquent sont appelés les travailleurs du sexe. Il en existe un peu plus de 10 000 à Abidjan, des personnes qui, pour la plupart, le font contre leur gré, certaines pour noyer un déficit affectif familial et d'autres pour générer des sous. Des personnes qui nécessitent toutefois un suivi psychologique. Et c'est une mission que se sont assignées ici en Côte d'Ivoire plusieurs ONG. C'est le cas de l'ONG Renaissance Espoir de Vie, dirigée par Aboubacar Sangaré, qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour Monsieur Sangaré. Bonjour Madame. Bienvenue sur cette info. Merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui de la délicate prise en charge psychologique des travailleurs du sexe. Alors premièrement, dites-nous, comment s'établit le contact entre ces filles, parce que ce sont des filles pour la plupart, entre ces filles et votre ONG? Merci beaucoup. En fait, il faut dire que ces jeunes filles qui sont partout à Abidjan, la première approche, le contact donc, c'est nous qui allons vers ces personnes. On a déterminé des sites à Abidjan où la prostitution est de mise. Et donc, on voit sur ces sites-là, on va rencontrer ces filles à travers les prosélytes. Maintenant aussi, il y a une autre frange de ces filles qui nous contactent directement via notre page Facebook. Et ces personnes nous écrivent pour prendre des rendez-vous, pour pouvoir échanger sur leur situation, afin de pouvoir leur venir en aide. D'accord. Et quand elles arrivent vers vous, premièrement, quand vous les écoutez, quelles sont les raisons les plus récurrentes qui reviennent? Pourquoi est-ce qu'elles sont allées vers la prostitution? D'abord, il faut noter que dans la plupart des cas, il s'agit de la précarité financière. Ces jeunes filles vivent dans des situations précaires. Elles sont pour certaines orphelines. Elles vivent dans des conditions difficiles. Ça, c'est le premier cas. Et pour certaines filles aussi, il y a aussi, comment on appelle ça, on va dire la mauvaise chance. Elles ont eu des amitiés qui les ont poussées à aller dans ce milieu. Et au début, elles ne savent pas, mais après, elles se rendent compte qu'elles sont déjà dedans et puis elles pensent en sortir facilement. D'accord. Donc, comment se passe de façon concrète la prise en charge psychologique de ces filles? Il faut dire que la prise en charge psychologique de ces filles, c'est un processus qui est très important. D'accord. Quelle est la première étape? La première étape et la plus importante, c'est l'écoute. Quand ces filles viennent vers nous ou quand on rencontre ces jeunes filles, on les écoute. On ne leur pose pas toutes les questions, on leur demande qu'est-ce que vous faites ici, comment vous faites. Et puis on leur laisse la latitude de dire ce qu'elles veulent. Et la plupart du temps, au début, elles sont sceptiques. Mais quand elles se rendent compte que la personne qui est en face d'elles a envie de savoir quelque chose sans pouvoir les juger, sans porter un jugement, du coup, elles s'ouvrent et elles rentrent dans leur vie privée, elles nous racontent leur vécu. Donc c'est l'écoute d'abord, après l'écoute maintenant, qui est un processus qui va à long terme, qui n'est pas un processus, ce n'est pas une étape, mais c'est tout un processus. Donc quand on les écoute, quand on échange, on essaie de les comprendre, de voir leur cadre de perception de leur vie et on essaie maintenant de les orienter. La prostitution va généralement de pair avec les stupéfiants et l'alcool. Est-ce qu'il vous arrive de tomber sur des cas de filles qui sont atteintes mentalement, qui développent des crises de dépression, des crises de folie? Oui, exactement. Pas de folie en tant que telle. Est-ce que vous avez un exemple palpable? Oui. Par exemple, il y a une jeune fille qui nous a contactés, qui a vécu la prostitution hors de ce pays, mais qui est rentrée maintenant et qui est addict à la drogue. Et aux stupéfiants, on ne peut pas les comprimer, des médicaments qui rendent addicts. Et ces jeunes filles-là, pour ce cas par exemple, lorsqu'elle a l'impression qu'elle est épiée, lorsqu'elle est là, parce que tout le monde la regarde, elle est devenue parano. Elle est devenue paranoïaque. Et du coup, à ce moment-là, la prise en charge est encore plus complexe. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui l'amène à le stupéfiant et comment faire en sorte qu'elle puisse progressivement laisser ses stupéfiants pour pouvoir avoir une vie saine. Et là, c'est tout un processus encore. Mais est-ce que vous ne faites que la prise en charge psychologique? Non, d'abord, le plus important, c'est la prise en charge psychologique. Ensuite, il y a la prise en charge médicale. Puisque pour quelqu'un qui est addict à la drogue, par exemple, il faut voir un médecin pour pouvoir l'aider à laisser la drogue. Ensuite, il y a, comment on appelle ça aussi, on a parlé de, comment on appelle ça, la prise en charge médicale. Il y a aussi la réinsertion socio-professionnelle. Oui, on y arrivera. Parce que ces jeunes filles sont souvent en rupture de banc avec la famille. Donc, il y a tout à fait un processus. Il faut amener cette fille à accepter sa famille, à changer les milieux et à comprendre qu'elle peut quitter ce milieu de prostitution et vivre sainement.
Donc, quand on appelle ça l'accompagnement psychologique, la prise en charge médicale, et puis maintenant, l'accompagnement financier. Donc, dans l'accompagnement psychologique, vous essayez de reconstruire le tissu familial. Exactement, et on en a fait plusieurs. D'accord, et comment ça se passe? Bon, je prends le cas d'une jeune fille, par exemple, qui a quitté le village et qui a coupé tous les liens avec sa famille. La famille a cherché à savoir si la fille elle est vivante ou bien elle est morte. Et la famille est venue, elle a envoyé des gens à Abidjan, ils ont retrouvé la fille, ils ont vu que la fille s'est prostituée. Et ils lui ont dit, bon, écoute, il faut rentrer en famille, elle a refusé. Et ça fait 7 ans qu'elle n'a pas eu accès à sa famille. Et les parents considèrent qu'elle n'est plus de leur famille. Et lorsque nous avons pris la jeune fille et qu'on a essayé de l'accompagner, après plusieurs séances, ce n'est pas en 1 mois, en 2 mois, ça peut prendre 1 an. Et quand on a établi un lien avec la famille, on a eu le contact du père et on a commencé à échanger avec le père progressivement. Le père, au début, il était récalcitrant, il a dit non, sa fille est décédée il y a longtemps. Il a dit oui, je comprends que votre fille est décédée selon vous, mais elle vit toujours. Et je l'ai vue même hier. Que oui, elle est vue physiquement, mais elle ne vit pas pour nous. Et après, on lui fait comprendre que c'est votre fille, elle a choisi un chemin qui n'est pas bon. Et pour nous, il est important qu'on l'aide à revenir. Est-ce que tel que vous parlez, la colère qui est en vous montre que vous avez envie qu'elle revienne, mais vous êtes dessus, c'est tout. Et progressivement, le vieux, c'est une personne de plus de 50 ans, le vieux, il a compris qu'effectivement, il faut qu'il aide sa fille. Et il nous a aidé à faire rentrer sa fille au village. À l'heure où je vous parle, elle est au village et elle est intégrée. Vous l'aviez dit dans la préparation de l'émission, vous avez affaire également à des femmes mariées qui se retrouvent dans la rue pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est ça. Quand ces femmes veulent quitter la rue, est-ce que vous avez aussi une médiation que vous établissez entre la famille, la cellule familiale de ces dames-là et elles-mêmes, oui, notamment l'époux, les enfants? Exactement. Et on établit une médiation parce que généralement, le fait qu'elles sont déjà dans la rue depuis longtemps fait qu'elle ne peut plus revenir facilement à la maison. Ou bien encore, elle ne peut plus, la famille ne l'accepte pas facilement. Il y a un cas qu'on vient de régler très récemment où le monsieur a décidé de se séparer de sa femme quand il s'est rendu compte qu'elle s'est prostituée. Et on est revenu vers le monsieur, ils ont des enfants, ils ont 5 enfants pratiquement, et on est revenu vers le monsieur pour lui faire comprendre que c'est déjà fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous reveniez avec votre femme? Et progressivement, à l'heure où je vous parle, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore ensemble, c'est le cas, mais la famille, le père et la mère de la fille l'ont accepté et elle est rentrée à la maison. Mais avec le monsieur, bien entendu, il est un peu frustré et il comprend qu'il est prêt à la recevoir, mais il faut qu'il change de quartier, par exemple. C'est une condition qu'il a donnée. Donc il dit que quand il aura un emploi ailleurs, il va essayer de voir comment est-ce qu'il va déménager avec elle. Mais ici, tous les quartiers, sachant qu'elle le faisait déjà, lui, il se sent beaucoup gêné. Donc la médiation continue toujours jusqu'à ce que la femme, elle réintègre son foyer et qu'elle puisse vivre sainement avec ses enfants. D'accord. Donc vous les prenez en charge, ces travailleurs du sexe. Vous les prenez en charge, oui, on les prend en charge oui. Psychologiquement et sur le plan médical. Sur le plan médical. Mais est-ce qu'après tout ça, il y a un suivi pour la réinsertion socio-professionnelle? Exactement, il y a un suivi. Et le suivi se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le long terme. Et on va de façon progressive. Quelqu'un qui est dans la prostitution, qui gagne de l'argent, qui doit quitter la prostitution, doit avoir une autre activité. Donc pendant qu'elle est dans la prostitution, le suivi psychologique et médical se font. Après le suivi médical et psychologique, en même temps, on l'aide à choisir une formation. Je prends un exemple. Elle veut devenir, par exemple, caissière. Elle n'a pas de formation, mais elle a un niveau 5e, 4e. Donc, on lui trouve une prise en charge et on lui fait faire la formation. Après la formation, à travers un réseau d'amis ou de partenaires, on l'insère dans l'utilité sociale. D'accord. Et maintenant, quand elle est maintenant intégrée et qu'elle commence à travailler, on fait le suivi de sorte qu'elle puisse couper le lien définitivement avec son ancien milieu. Couper le lien définitivement, ce serait quand même trop dire, je peux me prononcer ainsi, parce que la prostitution, c'est de l'argent rapide, c'est de l'argent quotidien. Exactement. Est-ce que c'est facile pour ces filles-là de... Voilà, non, justement, vous avez des cas de récidive. On a le cas de récidive. On a le cas, par exemple, d'une jeune fille qui a eu un travail grâce à nous et qui a décidé d'arrêter. Mais 3 mois plus tard, elle est revenue dans le milieu. Elle a arrêté de travailler. Et comme après, pour protéger, arrêter de travailler, on a essayé de comprendre pourquoi. Quand on est revenu vers elle, elle a dit non, que c'est fatigué, elle ne peut pas. Mais quand elle est repartie sur le lieu où elle se prostituait, le président nous a appelés pour nous dire que la jeune fille est revenue sur le lieu. On fait comment? Il dit non, j'arrive. Quand on est venu la rencontrer, elle a vu qu'elle ne pouvait plus venir ici encore. Parce que en fait, c'est ça le plus important. Quand on a une collaboration avec le terrain, il va de soi que même quand les jeunes filles reviennent, peut-être qu'elles peuvent aller ailleurs. Avec ceux qu'on appelle les managers. Les managers, généralement. Quand il y a une bonne collaboration, quand elles reviennent sur le milieu, dans le milieu, on nous interpelle aussitôt. Et quand on les éjette du milieu. Elles peuvent aller ailleurs, mais pas ici. Et quand c'est comme ça, elles se sentent gênées, elles comprennent que c'est difficile pour elles. Et elles nous demandent maintenant de les accompagner. Et on sent que la prise en charge psychologique doit encore
être de mise, de sorte qu'elle puisse être guérie définitivement. Parce qu'il faut guérir. C'est comme une pathologie. On est habitué à quelque chose, il faut changer. Or, pour changer, il faut vraiment... Ce n'est pas du jour au lendemain. Comme vous avez dit, c'est difficile de sortir. Et c'est pour cela même que, bon, dans nos activités, on a mis aussi une activité en amont pour faire ce qu'elle ne rentre même pas. En sensibilisant sur le terrain, par exemple. D'accord. Et pour faire tout cela, il faut bien du financement. Est-ce que vous bénéficiez de financement extérieur? Oui, on peut dire qu'on bénéficie du financement, mais de personnes individuelles. Et il y a une banque de la place de l'année passée qui nous a aidés vraiment à faire en sorte que ces jeunes filles-là puissent avoir la formation pour pouvoir ne pas intégrer, rester dans le milieu. Et il y a des personnes individuelles, des personnes de très bonne volonté qui nous accompagnent quand on les sollicite. Le cas d'une jeune fille qui a eu sa scolarité payée intégralement par une dame très récemment, par exemple. Et quand la fille, et le cas d'une autre encore qui a fait une formation en coiffure et qui aujourd'hui travaille et est employée dans une société de la place. Et à ce jour, combien de filles ou de travailleurs du sexe en griffe, l'ONG Renaissance Espoir de Vie a pu faire sortir de la rue et réinsérer dans le tissu social? Pour être sincère, c'est tellement difficile qu'il faut dire qu'on a environ, de façon pratique, 5 cas qu'on a pu sortir du milieu. Cette année, un cas l'année dernière, et puis en début 2019, on a 2 cas comme ça qu'on a pu faire. D'accord. Est-ce que rapidement, brièvement, vous avez un dernier mot à l'endroit de l'entourage, de la famille, de ces filles, de sorte qu'elles puissent être réacceptées voilà, dans la cellule familiale après être sorties de la rue, parce que tout ça contribue à leur santé mentale? Exactement. La famille est beaucoup importante dans la resocialisation. Il faut vraiment que les parents comprennent que tout le monde peut faire une erreur. Une erreur peut venir à tout moment, de la mauvaise appréciation de la situation qu'on vit. Et quand l'heure arrive, pour que la personne ressorte, il faut que la personne sente qu'elle est aimée. Donc déjà, il faut que l'amour soit démise, de sorte que les jeunes filles sentent qu'elles sont aimées par leurs proches et qu'en cas de difficulté, elles peuvent compter sur quelqu'un. Donc il faut que la famille travaille sur ce fait-là. Quand la communication dans le couple, parce qu'il y a des femmes mariées qui le font par exemple, parce qu'il y a un déficit de communication avec les maris. Rapidement, oui. Donc il faut absolument que ces personnes-là comprennent qu'en communiquant avec les filles, les femmes, les sœurs, et en les aidant, en les accompagnant, ces filles-là peuvent quitter définitivement le milieu ou ne même pas intégrer le milieu. Monsieur Sangaré Aboubacar, merci d'avoir levé un coin de voile sur la difficile prise en charge des travailleuses du sexe. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et très bonne suite au programme sur cette info.